Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir M. Mbaye Diop. Bonjour, M. Diop. Bonjour, M. Diouf. Alors, qui est M. Mbaye Diop? Je vais faire une brève présentation. M. Mbaye Diop a fait ses études primaires et cycle secondaire à Pikine. Vous avez fait également votre second cycle à Saint-Louis, au lycée, plus particulièrement au lycée Faidherbe, où vous avez eu votre baccalauréat en série D. Ensuite, vous êtes venu à l'université Cheikh Anta Diop, département physique et chimie. Vous avez suivi une formation pratique en électricité à l'Institut, actuel SP, à la section génie électrique pour une formation en électricité, électronique, automatisme et informatique. Alors, il a été recruté en 1991 dans les forces françaises du Cap-Vert, section téléphone, et membre du PDS. Vous confirmez cette présentation, M. Diop? Tout à fait, je confirme, M. Diouf. Alors, je vous passe la parole. Vous saluez nos chers auditeurs de la 98.7 qui nous écoutent. Merci, M. Diouf. Je profite de l'occasion pour saluer les membres de mon parti, en particulier la section d'Mbao d'où je viens. Ensuite, la fédération de Thiaroye qui nous englobe et par-dessus tout, la fédération nationale des cadres libéraux dont je fais partie. Et je salue aussi également le frère secrétaire général Maître Abdelawad à qui nous souhaitons une longue vie et une santé de fer. De même que notre candidat, M. Karim Meïssa Wade. Amen. Alors, M. Diop, le Parti démocratique sénégalais, PDS, est un parti politique généralement considéré comme d'inspiration libérale, fondé en 1974 par l'avocat Abdoulaye Wade. Il est membre du réseau libéral africain et de l'international libéral. Alors, force est de constater que le parti de 2024 est loin des années 80, 90 et même celui des années 2000 où il a rayonné de même que son leader historique. 45 ans que de chemin parcouru par Maître Abdoulaye Wade et ses frères et sœurs. Après 26 ans d'opposition sans relâche, il fut candidat aux élections présidentielles 88 et 93. Le pape Dissopi allait connaître la consécration du 1er avril 2000 en réalisant la première alternance démocratique au Sénégal. Alors, ma question, vous avez cheminé durant toutes ces périodes avec Wade. Quel a été le secret, Wade, face à un régime socialiste accrocheur au pouvoir? Je vous remercie de la question. De toute façon, ça a été des années de braise, aussi bien pour le secrétaire général Maître Abdelawad, comme vous l'avez dit, que pour les militants que nous sommes. C'était au moment de la création du PDS en Afrique, c'était le parti unique qui était en vocation. Partout dans l'Afrique, c'était les partis uniques. Il n'y avait qu'un parti. Et c'est dans ces conditions, si on voulait faire une alternance, c'était par les armes. Et Maître Wade, qui est un pacifiste, un légaliste, a dit qu'il préférait la voie démocratique, même si ça doit lui prendre du temps pour accéder au pouvoir, mais qu'il ne marcherait jamais sur des cadavres pour entrer au palais. Et ça, ce n'était pas une boutade, mais c'était une réflexion et c'était sa philosophie. C'est ainsi que pour créer le parti, il a demandé à Senghor de faire un parti de contribution. Et dès qu'on a eu le récépissé,
tout le monde a su qu'on est venu pour prendre le pouvoir. Et d'ailleurs, les premières élections de 78 ont montré que c'était un parti vivant et c'est ainsi que ça a commencé. Et donc de 78, si vous vous rappelez, peut-être que vous n'étiez pas né ou bien peut-être même que vous étiez très jeune. On avait, parce que c'était une élection combinée présidentielle législative, nous sommes sortis avec 18 députés, mais avant que le mandat se termine, on se retrouvait avec 1 ou 2 députés, quoi. Donc, en ce moment, les députés avaient la possibilité de transhumer avec leur mandat de député. Et c'est ce qui a motivé que la suite, quand on a accédé au pouvoir, on a introduit une loi à l'Assemblée nationale qui voudrait que chaque député qui quitte son parti perd son mandat de député. Voilà, donc c'est dans ces conditions, ça a été dur, on a connu la prison, tout le monde se rappelle de l'époque de 88, où au soir des élections, Maître Abdoulaye Wade, Dansokho, Bathily, Landing Savané sont tous arrêtés et mis en prison avant même qu'on ne publie les résultats. Ça faisait partie d'une histoire qu'on doit rappeler aux enfants que ça n'était pas facile. Tout ce qu'on a obtenu, on l'a eu par la lutte, bien que on n'ait pas été aussi violent que ce qu'on voit actuellement, mais on s'est battu pour être là où nous sommes aujourd'hui. Ok. Alors, au deuxième tour, je rappelle, de l'élection présidentielle, il avait réussi l'exploit de battre le président Abdou Diouf. Oui, ça c'est vrai. C'était le 19 avril 2000. Tout le monde se rappelle de ça. C'était l'allégresse, c'était la joie. Surtout nous qui avons connu 88, 93, aussi bien au moment des présidentielles que des législatives ou même des municipales. Tout le monde se rappelle de 96, les élections municipales de 96, où on a même été obligé de reprendre le vote de Dakar. Tellement c'était mal organisé, c'était tellement saboté que on ne pouvait pas avoir les bons résultats à Dakar. Abdou Diouf a été obligé de faire reprendre le vote à Dakar. Ça, c'est de l'histoire. Et il faut que aussi les enfants le sachent. Il y a eu beaucoup de problèmes entre le Parti socialiste et Maître Abdoulaye Wade. Beaucoup. Et dans des luttes ardues. Voilà comment on est parvenu à accéder au pouvoir. Ok. Et Wade au pouvoir, qu'est-ce qu'il a révolutionné? D'abord les mentalités. Wade, quand il est venu, parce qu'il faut savoir que Diouf a pris le pouvoir dans des années extrêmement difficiles sur le plan économique. Figurez-vous que le ministre de l'économie et des finances de Diouf, Monsieur Mamadou Touré pour ne pas le citer, était même ambassadeur de la Mauritanie aux Nations Unies. Donc c'est le FMI qui nous a imposé ça pour contrôler l'économie sénégalaise. C'était une économie exsangue au bord du gouffre. On ne pouvait plus recruter. Et il y avait un fameux slogan qui nous disait moins d'État, mieux d'État. On a incité les gens à quitter l'administration. On leur a fait ce qu'on appelle la politique de départ volontaire qui a causé beaucoup de drames dans les familles parce que les gens ne pouvaient pas utiliser l'argent comme il fallait. En un bout de temps, tout ce qu'on leur a remis, c'est parti en fumée. Et c'était la précarité, la misère. C'était vraiment difficile. Et ensuite, on nous a mis sur place le plan Sakholoum, qui était un plan d'ajustement structurel très dur. Très dur. Sérieusement, les ménages l'ont senti, les populations l'ont senti. C'était dur et l'administration ne recrutait plus. Les étudiants qui sortaient des grandes écoles n'étaient plus recrutés. Et moi, tout ce que je disais aux étudiants, c'est étudier, accepter d'être formé et d'être bien formé et d'être chômeur avec des diplômes et non chômeur sans diplôme, parce que quel que soit Alpha, il arrivera un jour où on va recruter et on recrutera que ceux qui auront les diplômes. Donc moi j'ai toujours incité les jeunes à aller faire les études, à apprendre, et c'est dans ces conditions que Maître Abdoulaye est venu. Mais dès qu'il est venu, on l'a senti. On a senti sa touche libérale. Et le libéralisme de Abdoulaye Wade est différent du libéralisme sauvage. C'est un libéralisme plutôt à visage africain, un libéralisme plutôt social. Je n'en veux pour preuve que le plan Sésame. Ça ne se voit pas dans tous les pays. Donc il est venu et il nous a d'abord donné confiance. Il nous a fait rêver. Quand il nous parlait des autoroutes à péage,
personne n'y croyait. Quand il nous a dit qu'il est possible de faire un aéroport de la dimension de Blaise Diagne, on n'y croyait pas. Mais lui, conscient de ce qu'il peut faire, il nous a dit qu'il ne promettait jamais quelque chose qu'il ne peut pas faire. Avec Wade, on a assisté que le pays était en chantier. Partout, de Dakar à Fongolembi, partout où il y avait la main de Wade, et dans un contexte difficile aussi. Parce que figurez-vous qu'en 2008, il y a eu ce qu'on appelle la crise des subprimes. C'est une crise qui est partie des États-Unis, passant par l'Europe, qui était une crise d'abord économique pour devenir une crise sociale. C'était difficile. Le baril de pétrole frôlait les $140. Et dans ces conditions, nous sommes parvenus à passer. Et Wade était combattu, vraiment combattu par l'Occident. Parce que surtout la France. Oui, surtout la France. Oui, donc c'est pourquoi ils lui ont mis le couteau sur la gorge pour avoir un tanker de pétrole, il fallait payer rubis sur ongle, alors que la règle était de 90 jours fin de mois. Donc, on l'a mis beaucoup de bâtons dans les roues, mais il est parvenu à sortir le pays de ça. Il a su résister. Voilà. Alors, ce n'est que 12 ans après qu'il allait perdre le pouvoir, battu au second tour de l'élection présidentielle par son ancien premier ministre, Macky Sall, qui a réalisé à cette occasion un coup de maître. Effectivement, parce que personne ne le voyait venir, sinon les observateurs les plus avertis. Parce qu'il a profité d'une situation où, au moment où toute l'opposition d'alors s'était réunie à Dakar pour dire que Wade n'aura pas le 3e mandat, alors que le Conseil constitutionnel lui a donné ça, lui, il a abandonné la lutte ici pour aller faire le tour du Sénégal pour dire que moi je suis candidat et je respecte les paroles des sages, comme Saint Sidi Matar avait dit d'aller faire la campagne, de quitter de prôner la paix. Il a prôné et il a profité de ça pour prendre le pouvoir. Voilà comment ça s'est passé exactement. Alors, cette défaite de Wade que beaucoup d'observateurs de la scène politique avaient expliqué par son projet d'évolution monarchique du pouvoir, que les Sénégalais avaient d'ailleurs rejeté le 23 juin 2011 à l'occasion d'une journée mémorable du Parlement. Que reste-t-il du PDS? Je veux juste faire un rappel historique. Qu'on ne fasse pas d'amalgame entre la dévolution monarchique dont on parle entre guillemets et la journée du 23 juin. Non, le 23 juin, c'était pour un projet de loi qui allait instaurer la vice-présidence aux élections et enlever le quart bloquant. Le quart bloquant dont on parle, beaucoup de personnes ne savent pas que dans la constitution du Sénégal, si le nombre de votants dépasse pas le quart des inscrits, cette élection doit être reprise. C'est dans la Constitution, parce qu'on ne l'a jamais vécu, et c'est ce quart bloquant que Wade voulait faire sauter. Mais les gens ont compris qu'il veut passer avec 25%, parce qu'il a fait des sondages, il sait qu'il aura 25%. Non, c'était pas ça. Dans la Constitution, vous verrez que le quart bloquant existe. Si le nombre de votants n'excède pas le quart des inscrits, cette élection doit être reprise. Donc c'est ce qu'il voulait. Et ensuite, mettre sur pied le fameux ticket président, vice-président. Mais personne n'est en mesure de vous dire que c'est ça la loi. Personne. Tous ceux qui ont combattu cette loi. Non, il n'y a personne qui peut, à part les députés qui avaient la loi, mais on ne met pas une loi aussi pour gouverner le pays sans mettre de garde-fous. Est-ce que vous savez, dans cette loi, il y avait ce qu'on appelle des liens de parenté qui empêchaient au vice-président d'être, on les appelait, j'ai oublié le terme,
Mais quand on est fils du président, on ne peut pas être vice-président. Et c'était jusqu'au 4e degré de parenté, c'est-à-dire le fils, le père, la femme, le frère, et même le gendre ou le beau-fils. Donc tout cela n'était... Donc quand on nous parle de, comment dirais-je, d'évolution monarchique, ceux qui le disaient n'ont même pas lu la loi. Donc vous n'êtes pas d'accord avec les observateurs? Bien entendu. D'autant plus que Wade est un démocrate. On lui a fait porter un chapeau qui n'était pas le sien. Vous imaginez Wade nous imposer un candidat avant de partir, surtout a priori son fils. Mais tout le monde sait qu'au Sénégal, on ne devient pas président par la grâce de quelqu'un qui dit voilà mon remplaçant. C'est par des votes. Okay. C'est par des votes qu'on élit les présidents. Et cette, comment on l'appelle, il y avait monarchie, comment vous avez dit, d'évolution monarchique. D'évolution monarchique. Mais c'était une vue de l'esprit et une propagande bien véhiculée. Parce que, oui, tellement fait que tous les Sénégalais vous diront que, oui, c'est la dévolution monarchique, c'est la... Mais on n'est pas dans un royaume. Wade, c'est un démocrate dans l'âme. Il n'aurait jamais, je dis, ça ne lui a même pas traversé l'esprit. Pourquoi nous imposer son fils? Et encore, non, ça m'a fait vraiment mal de voir un homme qui s'est acharné, qui s'est battu toute sa vie durant pour nous amener la démocratie. Je me dis toujours que nous, au Sénégal, nous avons l'habitude de brûler nos icônes. Mais Wade est une icône. Quand l'Afrique du Sud se glorifie de son Nelson Mandela, quand l'Inde se glorifie de Gandhi et autres, nous devons nous glorifier de Abdoulaye Wade pour tout ce qu'il a fait, son combat, son parcours, toute sa vie durant. Pourtant, Wade, il avait à l'époque un avocat qui avait tout pour être calme, et aller là-bas, manger son argent et nous laisser tranquilles. Mais il a payé de sa vie presque. Combien de fois n'a-t-il pas fait la prison? Combien de fois ne l'a-t-on pas attenté? Il y a des meetings où quand il devait partir dans un village, il arrêtait le cortège pour dire ceux qui n'ont pas le courage ne me suivez pas. Quand il partait, c'était un seul véhicule et c'est des balles à feu qui le réceptionnait comme comité d'accueil. Il fait son meeting, il sort et le convoi revient avec lui. Donc il a mis non seulement son énergie, mais sa vie même en danger pour nous amener la démocratie que l'on vit. Parce que figurez-vous qu'auparavant, mais les gens votaient sans carte d'identité. C'est inimaginable. On votait sans isoloir. Sans isoloir. Les bulletins étaient là posés. Le chef de village ou le chef de quartier ou le chef est là avec sa chaise, bien assis pour regarder tous ceux qui votent. Et si tu votes contre, mais quand on distribue les vivres et les vivres de soudure ou les semences, tu es sauté. Donc tout ça, Wade a combattu pour nous amener que les gens votent dans des isoloirs, qu'on nous amène l'encre indélébile. Et tout ça, que quand ensuite, le boom économique qu'il nous a apporté, et même l'envie d'être sénégalais, quoi. C'est-à-dire que nous étions fiers. Wade nous a remis notre fierté d'être sénégalais et on lui paye en retour, quoi. Que c'est un vieux qui est d'abord grabataire de 2012 à maintenant il jouit de toutes ses facultés. On nous dit qu'il veut maintenant passer le témoin à son fils tranquillement. Non, il faut arrêter ça. Ok, et la première alternance démocratique, c'est sous Wade. Oui. Alors, mais ce qu'on constate, en 15 ans, Abdoulaye Wade s'est séparé de tous ses dauphins à la tête du parti démocratique sénégalais qu'il a fondé même. Alors, tout sauf son fils Karim, devenu l'homme fort du Parti libéral. Alors, est-ce que par là, vous n'avez pas fait l'erreur d'un passé? Non, je ne vous comprends pas, parce que si vous dites qu'il s'est débarrassé de tous ses seconds... De tous ses seconds, oui. D'accord, que tous ces dauphins, mais il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Il n'y a jamais eu de fumée sans feu. Figurez-vous que vous, en tant que président de la République, un beau jour, vous levez votre premier ministre, on l'appelle, ou votre président de l'Assemblée nationale, on l'appelle à l'ambassadeur d'un pays qui n'est pas le vôtre, un pays qui est certes un pays ami, pour lui donner la Légion de la Croix d'honneur, la Légion Croix d'honneur, alors que vous, le président, vous n'êtes même pas au courant. Est-ce que vous aurez confiance en ce gars pour lui remettre les clés du pays?
Hein? C'est un pays qui, nous voulons nous affranchir de la tutelle. Alors que ce gars-là, en tant que Premier ministre ou en tant que président de l'Assemblée nationale, on l'appelle en catimini sans que le président soit au courant et qu'on lui donne la Légion de la Croix d'honneur. Donc vraiment, ça peut prêter confusion. C'est ce qui s'est passé. Voilà, entre autres. Et il y a d'autres griefs. Il y a d'autres griefs parce que si on veut être calife à la place du calife, alors qu'il est toujours présent, il y a une folle course d'ambition et très démesurée pour la plupart. Donc, pour la plupart, Wade ne se sépare pas de quelqu'un comme ça à la légère. Il y a eu des raisons, et des raisons qui ne sont pas celles qui sont évoquées. Parce qu'on veut nous dire que le fils putatif a été toujours banni au profit du fils biologique. Non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça, pas du tout. Wade est un homme généreux, vraiment, qui a aidé beaucoup de Sénégalais. Bon, maintenant on nous dit qu'on s'accroche à Karim. Mais Karim, nous ne nous accrochons pas à lui. Il faut que les gens comprennent que quand on faisait de Karim notre candidat, il était en prison. On a mis les urnes en place au cours d'un congrès. On a voté. Il y avait beaucoup de candidats et c'est Karim qui a gagné. Si c'était une sorte de primaire. Et Karim a gagné ces élections. Vous avez organisé des... Bien sûr. Je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas. Oui, pourquoi les gens en parlent peu, hein? Oui, mais justement, il faut que c'était un vote public. Tous ceux qui étaient là-bas ont voté. Et Karim a gagné. Il est sorti. Donc, c'est notre candidat. Aujourd'hui, qu'on nous dise que c'est parce que c'est le fils de... et qu'on en fait le porte-étendard de notre... Non. Il a compété et il a gagné d'abord. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. On ne l'a pas pris parce qu'il est le plus beau ou parce qu'il est le fils de Wade. Non. C'était démocratiquement qu'on a fait des élections primaires, il a gagné et c'est notre candidat. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ok, d'accord. Donc Karim est le chef du parti après des primaires organisées, vous dites. Alors, mais les défections se sont multipliées au Parti démocratique sénégalais. Je n'en disconviens nullement. En cause la mainmise exercée sur la conduite du parti par Karim Wade depuis Qatar. Ce que l'on dit. Quelle appréciation faites-vous? Je dis bien ce que l'on dit. C'est ce que l'on dit. On essaie, quand on veut noyer son chien, on l'accuse toujours de rage. Mais ce qui est évident, c'est que ceux qui sont partis, en réalité, ne se sentaient pas dans le parti. Et pourtant, la plupart, ce sont eux qui ont théorisé Karim candidat. Il y en a qui ont théorisé ça. Bon, donc, mais après, quand Karim a gagné, parce que peut-être qu'il ne croyait pas qu'il avait cette aura auprès du parti, quoi, de la jeunesse, des femmes et les militants du parti. Mais il a gagné, donc ceux qui sont partis, bon, ça c'est une affaire personnelle. Mais c'est pas parce qu'on les a mis à l'étroit dans le parti, ils sont partis. Parce que moi, quand j'ai quelque chose à défendre, je le défends dans le parti. Quand j'ai une ligne à défendre, je le défends dans le parti. Je ne vais pas sortir pour dire que oui, on m'a fait sortir. C'est très facile. C'est très facile de dire ça et d'accuser quelqu'un qui n'est même pas là pour se défendre. Alors, est-ce que tous ces départs-là n'a pas fragilisé le PDS? D'accord. Ça, c'est une... on ne peut pas ne pas dire qu'on n'a pas eu de saignée. On ne peut pas le nier. Seulement, à l'inverse d'autres partis où c'est presque une armée mexicaine, entre parenthèses, il n'y a que des généraux et pas de troupes. Chez nous, au PDS, c'est la troupe qui est là et qui attend toujours un chef. C'est la grande différence. D'ailleurs, vous verrez que durant toutes ces élections dont on parle, les élections municipales de 2012, on a eu 14 députés. Aux élections municipales. Sous la bannière d'une coalition. Oui, mais quelle coalition? Qui était avec nous? Je vous repose la question. Oui, mais justement, bon, c'est que quand on dit coalition, nous sommes d'accord que c'est une coalition. Mais quand tu comptes le nombre de députés PDS qu'il y a dedans, vous verrez que c'est le PDS. Cette coalition, nous faisons 90% de toutes les coalitions où on a participé. Donc, nous avons au moins ça. En 2002, si on peut maintenant nous comparer de 2024 aux élections de 2014 passées, 2014 à 2024,
nous avons une constance de 450 000 électeurs, que ce soit au référendum, que ce soit aux élections municipales, que ce soit au présidentiel même, où on a été malheureusement disqualifié, mais partout, nous avons une constance de 450 000 à 500 000 électeurs qui nous sont fidèles et qui appartiennent au PDS. Ça, tout le monde, c'est incontestable, c'est indéniable. Tout le monde le sait. Bon, maintenant, un parti qui n'a ni leader charismatique, qui n'a ni un grand dirigeant, et localement, que de petits, entre guillemets, dans chaque secteur, dans chaque localité, il y a un dirigeant, mais il est local. On n'a pas un dirigeant d'envergure nationale. Et on arrive toujours à avoir 500 000 électeurs et on dit que ce parti-là est moribond. Ah, mais nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale, à part Benno Bokk Yakaar. Et je ne sais pas dans Benno Bokk Yakaar ce que représente APR, ce n'est pas mon problème. Mais à part Benno Bokk Yakaar, la première force de l'Assemblée nationale, c'est nous, le PDS. Nous avons 27 députés, dont 26 du PDS. Alors, est-ce que vous n'avez pas tous ces résultats-là que vous criez haut et fort? Est-ce que c'est Karim qui a travaillé ça, ou bien ce sont les anciens membres du PDS fidèles à Maître Wade? Bien entendu, c'est une osmose. C'est le travail des anciens qui étaient là, mais aussi il y a l'apport de Karim. Parce que Karim, tout le monde dit que Karim est là, couché à Qatar, qu'il ne vient pas, qu'il ne se bat pas. Mais je vous dis, quel est l'homme politique, à part Mamadou Dia, qui a le plus enduré en prison? Karim Wade a fait 3 ans et 6 mois de prison. Il a subi une blessure au genou par les forces de l'ordre. Il faut venir assister au procès. Il ne voulait pas, on l'a mis à manu militari et on l'a blessé. Quel est le seul prisonnier politique au Sénégal qui n'est pas passé par le pavillon spécial? Il n'y a que Karim Wade. Donc il a enduré. Si on parle d'endurance, il n'y a pas un seul qui a enduré plus que lui. D'un. De deux, on vient maintenant nous dire que oui, Karim Wade là-bas couché. Karim est au courant de tout ce qui se fait au Sénégal. Il n'y a pas une seule semaine où il n'envoie pas une délégation présenter des condoléances, assister à des cérémonies, et c'est lui qui compose la délégation et qui donne ce qu'il doit aller là-bas pour présenter. Donc il connaît l'actualité comme au bout de ses doigts. D'ailleurs, la preuve, il fait toujours des tweets qui sont d'actualité, même ce matin. Donc, oui, mais le gros du problème, Karim est parti au Qatar sans que les gens sachent les raisons. Ça, c'est vrai, mais les raisons, c'est que il l'a dit lui-même. C'est un exil. Il l'a dit. On l'a exilé par force. Bien sûr. Okay. Il l'a dit. Il a été exilé par force. Lors de son quand il s'est adressé à la nation, vous avez bien entendu qu'il a dit qu'on l'a exilé. Okay. Oui, c'est un exil. Il était d'accord, il a signé un accord. Non, mais un exil, on n'est pas d'accord pour être exilé. Quand on dit exil, c'est parce que c'est manu militari. On l'a pris de force, on l'a amené. Peut-être que... C'est parce qu'il y a une condition pour vous exiler. On ne vous exile pas comme ça, simplement. Il y a des conditions Des conditions comment? Qu'on a mis sur la table. Non, vous savez, Karim Wade est l'homme politique au Sénégalais le plus qui a subi d'injustice dans ce pays. Non, sérieusement, et sans raison valable. Parce que si on l'avait vu tonitruant, si on l'avait vu extravagant, si on l'avait vu tape à l'œil, mais on ne l'a jamais vu dans tout ça. Karim Wade, quand on le voit, il est derrière son père, il travaille. On ne peut pas dire autre chose de lui. On l'a vu, travailleur, bosseur, qui a révolutionné le port de Dakar avec Dubai World Port, dont on avait dit que c'était à lui. On avait dit même que l'aéroport de Malibo lui appartenait. Donc, c'est des choses tellement cousues de fil blanc, parce que simplement, je dis qu'il a subi tellement d'injustice dans ce pays. On a dit que c'est lui qui a fait perdre les élections municipales en 2009. Et Feu Lamine Diack l'a dit. Quand on l'a en France, que Dieu ait son âme, il a dit qu'il a donné l'argent parce qu'il ne voulait pas que Karim soit maire de Dakar. Alors que Karim était simplement sur les listes. Il n'était même pas le candidat de Dakar. Donc, depuis 2009, il est combattu.
Ensuite, quand on perd le pouvoir, on l'appelle de France, il vient. On dit aujourd'hui que c'est un Français. Vous savez bien que la France n'extradite pas ses citoyens. Alors, d'ailleurs, j'allais en venir, sans transition. Oui. Alors, la polémique autour de la double nationalité de Karim Wade. Il faut encore lever l'équivoque. Ce n'est pas une double nationalité, mais c'est un binational. Il y a une grande différence entre la double nationalité et un binational. Quelle est la différence? La différence, c'est que quand on est né sur un sol, on est citoyen de ce pays. Ça. Mais qu'on ne soit pas, par exemple, qu'on ait des parents. Karim est né où? En France. Ok. Donc, c'est un binational. Et d'abord de mère française. Donc, il a la nationalité est française et sénégalaise. C'est pas la même chose que quelqu'un qui demande la nationalité. Celui-là a une double nationalité, comme les gens qu'on soupçonne ici dans le pays. Donc, lui, il est né binational. C'est pas de sa faute. On ne choisit pas ses parents. Donc, il est né français et sénégalais à la fois. Voilà, c'est ça. Donc, l'histoire, ça c'est comme ça. Et il a montré qu'il n'est plus français. Il est sénégalais, simplement maintenant. Alors, pourquoi le député Thierno Alassane Sall avait déposé un recours auprès de l'instance afin de faire invalider sa candidature, la candidature de Karim Wade? Sérieusement, personne ne comprend pourquoi que ce soit lui d'abord. Pourquoi lui? C'est une longue histoire parce que tout le monde sait qu'il a été à l'ASECNA. Karim Wade était ministre des transports aériens. C'est là-bas qu'ils ont eu des problèmes. Et c'est cette haine qu'il nourrit envers Karim Wade jusqu'à présent. C'est ça qui... Est-ce que c'est une haine? Bien sûr, bien sûr. C'est pas la réalité, parce que c'est un député qui a peut-être des informations sûres et certaines sur ce problème-là. D'accord, mais supposons même que ce soit vrai, que ce soit qu'il ait dit la vérité, que Karim Wade soit français. Jusqu'au moment où le 20 janvier, quand le Conseil constitutionnel donnait la liste définitive, ils avaient devant leur table un décret qui dit que Karim n'est plus français. Ça, c'est indéniable. Tout le monde le sait. Donc, pourquoi ils ont fait fi de ça? Pourquoi? Okay. C'est la question. Et pourquoi Thierno Alassane Sall? Qui est derrière lui? Tout ça, c'est des questions que l'on doit se poser. Que les gens se posent. Oui, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière lui? Bien sûr. Il est assez responsable, Thierno Alassane Sall. République des valeurs. Anti-valeurs, oui. Anti-valeurs. Okay. Parce que, oui. Allez-y. D'accord. Alors, donc, alors que le scrutin devait se tenir le 25 février dernier, la proposition de résolution visant la constitution d'une commission d'enquête parlementaire en vue d'éclaircir les conditions d'élimination de Karim Wade et autres de la liste des candidats. Alors ma question, cette proposition de résolution a tout chamboulé? Si c'est ce qui a tout chamboulé, le résultat, si notre candidat parvient à être dans la liste définitive, c'est qu'on n'aura pas, ça n'a pas été vain. Et ça valait la peine aussi, parce que tout le monde nous dit une chose, quoi. Oui, c'est vrai, on vous a lésé, mais de Glen Balbi Mourar, quoi. Donc, ne faites aucun bruit, soyez clean, posez, parce que simplement, on sait qu'on vous a lésé, mais laissez que ça passe. Mais dans quel pays sommes-nous? Si nous avons nos droits à défendre, on le défend. Et tout le monde, toute personne qui n'est pas malhonnêtement, intellectuellement malhonnête, sait que Karim Wade a été lésé par le Conseil constitutionnel sur son élimination. Tout le monde le sait. Alors par là, est-ce que le président Macky Sall ne s'est pas sauté sur l'occasion pour reporter les élections? Ça, ça dépend de la position dont on est. Nous, on n'avait que ça. Tout ce qu'on a fait n'est pas sorti du droit. Ce que la Constitution ou le règlement intérieur de l'Assemblée nationale nous a donné, nous les avons pris. Maintenant que lui, qu'il y voit un intérêt pour soutenir notre lutte ou pour participer à la lutte, mais c'est de bonne guerre. S'il peut régler son compte à lui. Nous, ce qui nous intéresse, on l'a fait. Il fallait bloquer le processus et on l'a fait. C'est pas nous qui sommes responsables
ce qu'on voulait, c'est qu'on réexamine, parce qu'il y a vraiment une injustice. Non, il faut regarder les choses, quoi. C'est très simple. Il y a une volonté manifeste d'éliminer un candidat. Et sur la base de quoi? De fausses déclarations. Mais tu as dit qu'il n'est pas sénégalais, alors que tu as le décret devant toi qui te dit qu'il n'est plus français. Mais il y a un goût sous roche. Mais est-ce qu'il n'y a pas un deal entre vous et le parti au pouvoir? Là, il faut éliminer ce mot. Un deal, c'est quelque chose qui se fait... En tout cas, vous vous entendez très bien ces temps-ci. Non, si on a des intérêts convergents, parce que s'ils ont intérêt, eux, à ce que la machine s'arrête et que nous, on veuille tout éclairer, que si la machine s'arrête, qu'on aille vers des éclaircissements et qu'on obtienne gain de cause, mais nous sommes d'accord. Ça ne veut pas dire maintenant qu'on s'assoit autour d'une table là-bas quelque part pour parler en catimini pour venir. Non, non, c'est des intérêts convergents. Et ça se fait aux yeux et aux yeux de tout le monde à l'Assemblée nationale. C'est là-bas où on dialogue. Ok. D'ailleurs, certains sondages donnaient largement favori la coalition Diomaye président ou bien Diomaye 2024. Cause pour laquelle le président Sall profite pour reporter les élections et fait appel à un dialogue. Alors, un dialogue qu'on n'a pas vu, on n'a pas senti la participation, on n'a même pas vu la participation des candidats retenus par le parrainage. Oui. Est-ce que ça, c'est un véritable dialogue? Qu'est-ce qu'un dialogue? Parce qu'un dialogue devait normalement regrouper tous les partis prenants. Et vous voulez dire que ceux qui n'étaient pas là-bas n'étaient pas représentatifs, à mon entendement? Vous voulez dire que ceux qui étaient au dialogue ne sont pas représentatifs? C'est un échantillon du peuple sénégalais qui était là-bas. Vous avez vu tous ceux qui sont là-bas. Il y a, que ce soit les autorités religieuses, dignitaires, coutumières, les syndicats, le patronat, mais tout le monde était là-bas. On ne peut pas dire que parce que simplement, je ne veux pas les minimiser, mais 19 personnes et leur coalition ne sont pas venues, que c'était tabula rase. Non, c'était pas ça. Il y avait une représentativité. Il y avait une représentativité qui était là-bas. Et quelle représentativité? Mais je dis que c'est tout le monde. Quand toutes les familles religieuses sénégalaises étaient là-bas. Le leader de l'opposition présentement. Le leader de l'opposition. Oui. Si on parle de leader de l'opposition. Présentement. C'est qui? C'est entre le second qui est venu à l'élection de 2019 ou la plus forte force de l'opposition à l'Assemblée nationale. Vous faites référence à Idriss Seck qui était venu en seconde position. Bien sûr. Mais Idriss n'a pas participé à... C'est son problème avec son parti, je ne sais pas pourquoi il n'est pas venu. Mais je dis que quand on parle de leader de l'opposition, il faut pouvoir le quantifier, le mesurer pour dire que c'est celui-là le leader de l'opposition. Le leader de l'opposition, ou c'est parlementaire, et ce sera nous, ou c'est celui qui suit, le second qui suit le président de la République. Et la réalité actuelle sur le terrain, qui est le leader de l'opposition? Qui draine plus de monde ou qui est le leader? Qui draine plus de monde. Qui draine plus de monde derrière lui. Parce que je vous dis une chose encore. Je vous ai tout de suite entendu dire que la coalition Diomaye est partie largement favori. Écoutez, le PASTEF, en tant que parti, n'est jamais allé seul à une élection. Ils sont toujours allés en coalition. Personne ne peut me dire ce que pèse le PASTEF. Qui que ce soit. Personne. Mais tous les partis présentement partent en coalition. Donc pourquoi voulez-vous dire qu'ils sont la première force alors qu'ils sont toujours partis en coalition? Ils sont avec Khalifa Sall, ils sont avec Serigne Moustapha Sy, ils sont avec d'autres partis, des organismes de petite taille. Mais donc c'est pas que le PASTEF. Donc c'est une vue de l'esprit. Moi je voudrais sérieusement que tout le monde participe à ces élections, y compris Ousmane Sonko et Diomaye. Que tout le monde participe. Moi, c'est mon vœu le plus absolu. De même que, à plus forte raison, mon candidat. Mais je veux que tout le monde participe, moi. C'est ça mon vœu le plus absolu. Bon, voilà. Ok. Et cette participation divise l'opposition parce que une partie de l'opposition est partie au dialogue et l'autre ne part pas. Alors, donc,
on va assister irrémédiablement à une division de l'opposition qui en profite au président Macky Sall. Je n'en disconviens pas. De toute façon, la division en politique, c'est l'addition et non la soustraction ou la division qui gagne. L'idéal serait qu'on tire tous dans la même direction, mais c'est pas une opposition, c'est des oppositions. Pourvu que, au moment final, qu'on se retrouve pour aller ensemble. C'est ce qui est important. Mais dans un premier temps, chacun peut se peser pour savoir ce qu'il vaut, aller seul ou en coalition. Et au second tour, parce que nécessairement pour moi, il y aura un second tour, aller avec les candidats de l'opposition pour battre le candidat du parti au pouvoir. Ok. Alors, avec ce dialogue, la date de l'élection présidentielle est retenue, n'est-ce pas? Non, pas retenue, proposée. Et proposée. Le 2 juin. C'est une date, et le Conseil constitutionnel maintenant doit dire si cette date sera retenue ou sinon ou non. Okay. C'est le Conseil constitutionnel qui va valider. Voilà. Mais on a proposé la date du 2 juin. Oui. Ok. Alors, Macky Sall doit partir au 2 avril. Oui, c'est ce qu'il a tweeté. C'est ce qu'il a dit. Oui, ce qu'il a dit lui-même. Il l'a dit clairement. Oui. Alors, selon vous, qui doit organiser éventuellement cette élection présidentielle? Vous avez dit il doit. Donc, il peut ne pas partir le 2. S'il reste là et qu'on organise le 2 juin, c'est lui qui va organiser. Mais il a dit carrément que je vais... Oui, ça. Il nous avait dit au début qu'il allait faire 5 ans. C'est le Conseil constitutionnel qui l'a dit de faire 7 ans, d'après ce qu'il nous a dit. Bien que, pour moi, c'est un avis qu'il avait demandé et qu'il en a fait une décision. Donc, le Conseil constitutionnel aussi peut lui dire, donner un avis, il en fera une décision et ce sera le 2 juin. Donc, il sera là, il va organiser. Parce que l'article 36 de la Constitution nous dit que le président actuel, le président en place, doit rester jusqu'aux passations de service avec celui qui le remplace. Et si on s'en tient uniquement à ça, le président doit rester. Mais c'est ça le clair-obscur, parce que quand le président Sall dit que je vais partir le 2 juin, et que l'article 36, alinéa 2, nous dit que le président doit rester jusqu'à passation de service au nouveau président qui sera élu. Oui. Alors là, les gens ne savent plus là où... Non, toutefois... de toute façon, il y aura un règlement. Il n'y aura jamais de vide juridique. Mais est-ce que là, le Conseil constitutionnel ne doit pas trancher une bonne fois pour toutes? En tout cas, pour convoquer le collège électoral, il n'y a que le président de la République que la Constitution lui donne le droit. Il n'y a que le président qui peut convoquer le collège électoral. Mais je ne vois pas autre solution. C'est lui seul qui est habilité à convoquer le corps électoral. Et ça, c'est la Constitution. Ok. Ah oui. Merci. Alors, nous vous rappelons que nous recevons M. Mbaye Diop, qui est membre du PDS. Alors, M. Diop, ces temps-ci, on assiste à la libération de plusieurs détenus sans jugement, après plusieurs mois passés en prison. Je ne peux pas dire que c'est sans jugement, parce que je n'ai pas vu le procès, mais je ne sais pas aussi si c'est pas par une liberté provisoire. Ils peuvent ne pas être jugés, mais bénéficiant de liberté provisoire, le jour où leur jugement sera effectif, ils vont venir devant le juge et qui va rendre le verdict. Donc c'est pour pacifier le... Voilà, c'est un vent de dégel et je salue cela d'abord. Je salue cela parce que le pays en a besoin. Figurez-vous, M. Diouf, nous sommes entourés par une ceinture de feu. Je ne veux pas citer de pays parce que ça peut faire polémique, mais il n'y a pas un pays qui nous entoure et qui n'a pas un mode de stabilité, d'instabilité. Les pays limitrophes. Voilà, et nous avons un statut particulier de pays pauvres. Nous sommes devenus pays gaziers et pétroliers. Et je me rappelle quand Abdoulaye Wade nous parlait du pétrole, il disait, moi je peux développer le Sénégal sans pétrole. Je peux développer le parce que c'est une malédiction qui arrive à tous les pays africains qui ont découvert le pétrole. On vous amène une guerre
dans votre pays et vous n'en profitez pas. Et c'est d'autres qui vont en profiter. Et il nous dit maintenant, citez-moi un seul pays africain qui a profité de son pétrole. À part la Libye, et on a vu où ça s'est terminé, il n'y a aucun pays qui a bénéficié de ces rentes pétrolières comme il fallait. Donc, on doit faire beaucoup attention parce qu'il y a les opportunistes. Aujourd'hui, nous sommes sur la sellette. Dans toutes les télévisions du monde, on ne parle que du Sénégal. C'est comme si on était un pays en guerre ou un pays... Al Jazeera parle de nous au quotidien. Mais il y a une crise, hein? D'accord. Une crise institutionnelle, mais pas une crise dans la rue où on se tape. Une crise politique. À Gaza. Ça, c'est une crise. En Ukraine, c'est une crise. Pourquoi on nous parle de nous sans parler de ces pays où les bombes et les milliers de personnes meurent par jour? Mais nous, on n'est pas encore arrivé là. Mais donc, il y en a qui préparent l'opinion, qui préparent le monde pour que le chaos s'installe au Sénégal. Nous devons faire attention, aussi bien la classe politique que le citoyen lambda. Nous devons prôner la paix là où nous sommes, partout, parce que, après tout, le 2 avril, le Sénégal ne s'arrête pas. La vie va continuer. Pourquoi nous obstiner sur une date? Le 2 avril, mais le 2 avril, c'est une date comme une autre. Et le Sénégal ne s'arrêtera pas de se tourner. Non, ce n'est pas une date comme une autre. C'est une date où c'est la fin du mandat du président. Je n'en disconviens pas. Encore une fois, je n'en disconviens pas. Mais il n'y aura jamais un vide juridique au Sénégal. Le pouvoir ne sera pas vacant. La Constitution est là parce que il faut qu'on évite d'aller à l'état de siège. Il faut éviter ça parce que c'est la conséquence d'une crise des institutions. Là, il faut l'éviter. Et c'est inscrit dans la Constitution. Okay. Voilà. Alors, on parle de loi d'amnistie, d'amnistier les détenus emprisonnés. Alors, est-ce qu'il ne fallait pas situer les responsabilités d'abord et procéder au vote de la loi d'amnistie? Donc, bon, à mon avis... Parce que non seulement pour la mémoire des disparus, des morts, est-ce qu'il ne fallait pas mener une enquête d'abord? Je m'incline d'abord à la mémoire de tous ceux qui sont disparus durant ces cycles de violence. Il y en a beaucoup, que le pays a connu. Bon, le nombre est exorbitant. On parle de 70. C'est pas aussi exorbitant. C'est que perdre une vie déjà, c'est difficile. Si on en perd 70, c'est beaucoup. Dans un pays comme le Sénégal. Dans un pays comme on ne savait pas. Mais non, doucement. Ce n'est pas la première fois qu'il y a une loi d'amnistie au Sénégal. Et quand on dit amnistie, c'est qu'il y a des faits qui sont graves qu'on amnistie. Je me rappelle quand on amnistiait les rebelles de Casamance, de MFDC, c'était pas facile. Pour ceux qui connaissent l'histoire, ceux qui ont habité avec eux, ils ont brûlé des maisons, ils ont tué des personnes, et pourtant on les a amnistiés, le pays a continué de tourner. Quand on a assassiné le juge Sey, Babacar Sey, quand Abdoulaye Wade est venu avec la loi Ezzan, on a amnistié ceux qui étaient en prison. Il a par contre indemnisé la famille Sey. Donc ce n'est pas la première fois et ce n'est pas que les deux seules fois où on a mis une loi d'amnistie sur pied. Donc si c'est pour décrisper l'atmosphère, je suis partant. Et bon, qu'on n'en fasse pas perte et profit, qu'on essaie d'indemniser à la juste valeur ceux qui ont perdu des vies, ceux qui ont perdu du matériel, ceux qui ont été lésés dans tout ça. Mais si ça procède, parce que la paix n'a pas de prix, hein. Si ça va nous amener vers la paix, je suis partant. Je suis vraiment partant. Ça ne me dérange pas, sérieusement. Sérieusement. Bien que, du point de vue éthique et moral, ça peut heurter, mais c'est quelque chose qu'on a prévu, c'est des mécanismes prévus pour qu'il y ait au moins baisse de tension, qu'on se parle. En Afrique du Sud, vous avez vu la commission réconciliation et paix, des gens qui sont là devant toi, qui disent j'ai tué ton père, mais je te demande pardon, et pleurer, et tu sais que celui-là a regretté ce qu'il a fait, mais le monde est passé, c'est passé. Et là-bas, c'était beaucoup plus dur. Voilà, mais là, on met une loi, bon, pourvu que ça se passe
que les familles soient indemnisées à leur juste valeur, parce qu'on ne peut pas ramener une vie qui est déjà partie, et surtout jeunes, parce que tous ceux qui sont morts sont des jeunes. Je m'incline encore une fois à leur mémoire, mais la loi d'amnistie, moi, ça ne me dérange pas, sérieusement. Ok. Alors, sortons un peu sur le champ politique. Alors, en matière d'infrastructure, le président Macky Sall a beaucoup fait pour le Sénégal. Il a réalisé vraiment. Alors, mais sur le plan social, le coût de la vie est élevé. Peut-on parler de réussite du président Sall sous son règne à la tête du Sénégal? Si j'avais à le juger, sur le plan infrastructurel, il n'y a pas photo. Il a vraiment bien travaillé. Personne ne peut le nier. Il a beaucoup fait. Oui, mais encore une fois, je n'enlève à rien à son mérite. Je n'enlève à rien son mérite, mais c'est la suite logique de notre programme DSRP. Ok? On l'a transformé en DSRP, ça signifie quoi? Oui, allez-y. Oui. C'était une politique, ça me viendra après, que tout a été élaboré et mis par des fonctionnaires de l'État sénégalais qui étaient là, et route par route, kilomètre par kilomètre, nombre de voies ferrées ou pistes, tout a été mis sur un plan qu'on a appelé le DSRP. C'était pour 2000 jusqu'en 2025, je crois. Donc, c'était jusqu'en 2025, je crois. Donc, tout ce qui a été réalisé, si tu prends point par point, c'est dommage que je ne l'ai pas amené avec moi, c'est les mêmes réalisations que tu verras. Et donc, ça n'enlève en rien le mérite de Macky de l'avoir continué. Donc, parce qu'il pouvait venir, non, justement. Vous voulez dire par là qu'il a continué le projet de Wade? Bien sûr. Vous confirmez ça? Bien sûr, je le confirme. Okay. Il a continué. Il pouvait, bon, je peux dire qu'il a le mérite de l'avoir poursuivi. Parce qu'il pouvait venir faire un frein et dire que je recommence. Ça nous aurait coûté en temps et en énergie. Et pour revenir peut-être 10 ou 15 ans après, sur les mêmes résultats. Il a continué, nous sommes satisfaits parce que c'est tout juste, ce qui était difficile, c'est le début. Et Wade a eu l'audace et le courage de commencer. Macky n'a fait que continuer. Et celui qui va suivre va faire plus que lui. C'est déjà enclenché et c'est comme ça. C'est le développement. Nous sommes sur le chemin du développement. Oui, c'est comme ça. Alors, mais sur le plan, comme vous dites, sur le plan social, sur le plan social, le coût de la vie. Donc moi, je me disais toujours, même quand je suis venu à bord du TER, je dis que c'est une bonne infrastructure. Mais je me dis aussi qu'à chaque fois que je rentre dans le TER, je discute avec ceux qui travaillent. Je dis que c'est une bonne infrastructure, c'est bien fait. Mais est-ce que c'était opportun? Est-ce que c'était le moment? Quand on prend 1000 et quelques milliards pour 35 km et qu'on voit à côté des gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas de quoi acheter un seul médicament, est-ce que cet argent mis dans la santé n'aurait pas fait bénéficier de gars qui vont, je ne dis pas qu'ils sont morts par la pauvreté, mais en tout cas ça allait soulager jusqu'à ce que le point arrive, parce que quel que soit Alpha, mais est-ce que les embouteillages monstres que l'on voyait là, à longueur de journée, vous m'excusez. Alors, est-ce que les embouteillages monstres que l'on voyait à longueur de journée, alors est-ce que le TER, le BRT, alors en tout cas le BRT, je ne connais pas encore la réalité du BRT. Le TER, en tout cas, n'a pas diminué le flux d'embouteillage. Au contraire, ça a bénéficié de gens qui habitent le long de la voie ferrée. Le long de la voie ferrée, toutes les communes que ça traverse bénéficient du TER. Mais ce n'est pas que le commun ou la majeure partie des Dakarois bénéficient de ça. Mais et aussi, ça n'enlève pas les bouchons et les embouteillages. Aujourd'hui, il y a toujours les bouchons, il y a toujours les embouteillages. Donc moi je dis que c'est un bon investissement. Mais est-ce que c'était le moment? C'est ça, je parle toujours d'opportunité. Mais il fallait commencer par quelque chose, comme ça les autres qui vont venir vont faire autre chose. Oui, mais entre-temps, il y a beaucoup de Sénégalais qui souffrent le loyer d'abord.
la santé. Le coût de la vie de manière générale est très très élevé. Alors, oui, M. Diop, il nous reste 3 minutes. Alors, beaucoup de jeunes fuient le Sénégal, des milliers meurent dans les océans. Alors, récemment, le cas de Saint-Louis. Alors, est-ce que l'État a réussi sa politique d'emploi comme les jeunes n'ont plus d'espoir et quittent le pays comme ça? Ça, c'est vrai. C'est vraiment dommage que les jeunes quittent. Parce qu'ils sont en désespoir de cause. C'est tout. C'est que l'avenir est bouché devant eux. S'il y avait une perspective, je crois qu'ils ne partiraient pas. Donc, ils sont désespérés. Mais ça ne veut pas dire que je cautionne, moi, ces voyages en mer. C'est un suicide collectif. Et c'est la force de notre pays qui est en train de partir comme ça sous nos yeux. Un pays sans jeunesse est voué à l'échec. C'est les jeunes, les bras forts qui doivent travailler ce pays pour nous sortir du sous-développement. En tout cas, si j'ai un message à leur lancer, c'est comme je l'avais dit au début de l'émission, quand le président Diouf ne recrutait plus les jeunes diplômés, je leur avais dit d'être bien formés et d'accepter d'être formés. Ces jeunes aussi, je leur dirais de persévérer et de persévérer encore, parce qu'au bout de l'effort, il y a toujours quelque chose. Mais parmi ces jeunes, il y a des diplômés, il y a des gens qui ont déjà terminé leur formation et qui n'ont plus d'espoir, qui restent pendant longtemps sans trouver du travail. D'accord, mais un jour viendra. Ça ne peut pas continuer comme ça éternellement. On a des perspectives où le travail va faire un grand bond. On aura besoin des ingénieurs, on aura besoin de docteurs, on aura besoin, même qu'ils soient. Ce que je leur demande toujours, c'est d'accepter d'être formés et d'être bien formés. Mieux vaut être chômeur diplômé que chômeur tout court. Et donc, ceux qui tentent l'aventure, c'est parce que c'est une aventure. C'est une aventure et périlleuse d'ailleurs, au prix des vies. Combien de familles se sont disloquées, combien de drames a eu dans ce pays. En tout cas, si la jeunesse m'écoutait, bon, je ne leur demanderai pas de ne pas partir parce que l'homme est par nature un voyageur. C'est sa nature, c'est la nature de l'homme. Donc, on peut voyager, mais dans des conditions idéales. Voilà. Ok. Les universités, on termine par les universités, comme on parle de problème des jeunes. Les universités sont fermées depuis le mois de juin dernier. Bientôt 1 an sans réouverture. Oui. Alors, quelle est votre position sur cette crise? Non, je le déplore. Moi, je suis un produit de l'université de Dakar. Donc, quand je vois des universités fermées, parce que pour moi, un pays ne se développe que par les études. Oui, il faut étudier et être bien soigné. Voilà les 2 mamelles qui font développer un pays. Et la crème, c'est les universités du Sénégal. Et si on ferme toutes les universités, mais aussi, comme je l'avais dit tantôt, il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, je ne cautionne pas les violences qu'il y a dans les universités. On peut manifester. Nous avons fait des grèves de 3 mois, de 83 à 84. C'était des années très dures à l'université de Dakar. Khalifa Sall était là-bas en tant qu'étudiant en PS. Il y avait Youssou Diallo qui était à JPADS et les jumeaux Ousseynou Hassan. Ça, c'est des gars qui te diront que les années étaient des années de braise dans le mouvement étudiant au Sénégal. Mais on n'a jamais eu de tel comportement. Brûler une bibliothèque universitaire où ça ne nous traverse même pas l'esprit. Ça ne nous traverse pas l'esprit. On peut manifester, on peut tout faire, mais je ne cautionne pas la violence. Quand des coupes sont sortis à l'université, c'est un temple du savoir. On ne se boxe pas là-bas, on ne donne pas des coups. On est venu pour recevoir du savoir. Mais quand on sort des coupes et des armes à feu dans l'université, ça devient grave. Donc je ne cautionne pas la violence, mais non plus je ne cautionne pas qu'on ferme les universités. Il faut qu'on accède aux connaissances et les connaissances sont acquises au niveau de l'université. Voilà, donc c'est vraiment déplorable. Si j'avais un appel à lancer aux autorités, c'est de leur dire de créer les conditions idoines pour que les étudiants puissent aller travailler et sans condition qu'il y ait plus de débordement, que aussi eux
quand c'est vrai que l'espace universitaire est très politisé, mais ils peuvent manifester leur mécontentement, ils peuvent manifester pour leur leader, mais ne rien casser, ne rien brûler. Parce que ce pays-là, quand on le casse, c'est nous qui allons le reconstruire. En tout cas, je ne prône jamais la violence. Moi, je suis un non-violent. Voilà. Ok. Merci, M. Diop. Alors, votre dernier mot? Mon dernier mot, je l'avais un peu brossé, c'est que le Sénégal est à la croisée des chemins. Il nous faut faire beaucoup d'attention. Ce n'est pas des trucs à la légère, ce que je dis là. Le pays est entouré par une ceinture de feu. Et peut-être même qu'on est infiltré à une dose aux limites qu'on ne connaît pas. Les gens n'ont pas les mêmes vocations. Quand tu manifestes pour un leader, il y a un autre qui a son agenda caché, qui est avec toi et qui fait des choses qui ne sont pas du tout ce qu'on attendait de manifestants. En tout cas, si j'ai un cri de cœur à lancer, c'est qu'on revienne à la raison. Aussi bien du côté de l'opposition que du côté du pouvoir. Il n'y a rien qui ne peut se régler par le dialogue. Tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément. Il faut qu'on s'assoie, qu'on s'écoute, qu'on s'écoute d'abord. C'est vraiment, moi, c'est mon cri de cœur. Et je vous remercie aussi, si c'est le dernier mot. Je souhaite aussi que votre radio soit parmi les plus écoutées. Amen. Et encore une fois, je vous remercie. Okay. Merci d'être venu, en tout cas. Mes remerciements aux auditeurs de la 98.7. Nous remercions également le directeur M. Abdoulaye Diop et au personnel qui travaille à Océan FM. La partie technique est assurée par Abdourahmane Fall. À dimanche prochain pour un autre invité. Notre invité. Notre invité. Notre invité. Notre invité. Notre invité. Notre invité.